Et voilà, il faut que je l'identifie, pardon, je suis obligée de faire ça maintenant. Et hop, vas-y, apparaît. Voilà. On va faire un affichage plus joli. Voilà. Ah ben, on commence direct sur... voilà. Donc, je vous présente Jules Charles Ernest Billaudot. C'est lui, c'est le mage Edmond. C'est le personnage qui a dessiné cet oracle. Et c'était un célèbre voyant du 19e siècle. Enfin voilà, je vais d'abord vous parler de lui, ensuite on parlera de Béline. Voilà, et puis mon travail à moi, ce sera pour la seconde partie après le cocktail. Alors, lui, il est né le 16 août 1829 dans Lyon. J'ai cherché un peu, j'ai rien trouvé sur son enfance. Parce que c'est ce genre de personnage, donc on a des traces, parce qu'il a quand même été assez rayonnant en son temps. Mais voilà, donc on commence à le voir quand il a 18 ans, il arrive à Paris, il débarque à Paris. Il a été très probablement, en fait je vais souvent dire très probablement ou parler au conditionnel, parce que tout est comme ça dans ce personnage-là. Mais par contre j'ai des choses qui sont vraies et factuelles, j'ai des vrais témoignages. Mais il a probablement été pris en charge à ses débuts par Mademoiselle Lenormand. Peut-être que vous la connaissez parce que c'est une... Elle, par contre, il y a beaucoup plus on a beaucoup plus de traces de Mademoiselle Lenormand que de Edmond. Elle est plus connue, il y a plus d'anecdotes, enfin son histoire est plus racontée. Et je pense qu'elle l'a pris en charge dans le sens où elle lui a montré les ficelles du métier. Bon, ça consistait un peu, on s'approchait d'abord des soubrettes et des domestiques, on l'approchait, après on arrivait vers les familles bourgeoises, ce qui permettait de survivre avec ce métier-là. Et donc voilà, visiblement, je pense qu'il a il a eu vite fait sa réputation. Voilà, alors donc, eux, ce sont les frères Goncourt, Jules et Edmond Goncourt. Alors, au XIXe siècle, c'était des espèces d'éditorialistes, des journalistes, enfin, c'est deux personnages qui ont écrit un journal. Ils parlaient essentiellement des célébrités, des gens qui comptaient un petit peu à Paris. Et eux, ils ont écrit un article au sujet de Edmond. Ce qui donc déjà m'apporte la preuve que Edmond a bel et bien existé, et dans quelles circonstances. Et j'ai envie de vous lire le texte qu'ils ont écrit, en fait, voilà, parce que je le trouve très intéressant, et c'est vraiment le document le plus factuel que j'ai pu trouver. Et voilà. Donc je vais vous faire une petite lecture. Je vais mettre de la lumière, parce que sinon je ne vois rien. Et puis, c'est parti. Tu veux que j'allume? Non, c'est bon, je mets ma petite lumière de poche. 29 octobre 1856. Marie m'amène chez Edmond, le grand sorcier des Lorettes. Il habite rue Fontaine-Saint-Georges, une maison toute fleurie de fausses sculptures du XVIe siècle, avec des chouettes de pierre dans des niches des dessus de fenêtres. Une vieille femme à cheveux blancs vous introduit dans une salle à manger où sont encadrés, sur fond noir, des mains découpées sur du papier blanc et ponctuées de lignes, et margées d'annotations tracées à la plume. Il y a là la main de Robespierre, la main de l'empereur, la main de l'impératrice, la main de Monseigneur Affre tué sur les barricades, enfin la main de Madame de Pompadour, qui semble jointe aux autres mains pour les filles qui font antichambre dans cette salle à manger et viennent y acheter de l'espérance. À la glace est fichée une pancarte contenant tout ce qu'on peut demander, talisman, thème génécliaque, horoscope, etc., etc. Une porte s'ouvre, et un homme paraît, à la grosse tête carrée, aux gros traits, aux grosses moustaches et à la forte figure des portraits de Frédéric Soulier. Il est en robe de chambre de velours noir, aux grandes manches pendantes d'astrologue. La chambre est noire, ou à peu près, avec un jour venant du haut de la fenêtre et traversant des vitraux de couleur. Et de la fenêtre traversant des vitraux de couleur, un jour étrange, prismatique, tombant et dansant dans cette pénombre fourmillante de choses que l'œil tâtonne et ne peut saisir, et parmi lesquelles il distingue cependant vaguement un hibou blanc. Une table sur laquelle une filtre étroite de jour descend,
comme dans un tableau de Rembrandt, vous sépare du diseur de bonne aventure. En quel mois êtes-vous né? Quel âge avez-vous? Quelle fleur aimez-vous? Quel animal préférez-vous? Il dit cela, remuant un paquet de cartes hautes d'un pied, où sur chacune est une représentation d'une femme, d'un épisode de l'existence, toutes ces allégories dessinées par une main ignare du dessin, mais burlesquement fantastiques, mais bourgeoisement monstrueuses, et peinturlurées brutalement de noir et de vilain rouge, et mettant à ces images de la vie réelle, je ne sais quoi, du sauvage et du macabre, des figurations d'idoles des peuples primitifs et anthropophages. Alors, avec un geste impérieux, l'index de la main droite plongeant dans le rayon lumineux et comme montrant du jour l'avenir, le devin commence. Et avec une voix canaille et les intonations du peuple, il vous récite pendant une demi-heure le roman qui vous menace. Voilà ce qu'ont écrit les frères Goncourt au sujet du mage. En fait, moi j'aime bien ce texte parce qu'en fait, déjà on voit bien on imagine bien la personnalité du mage, très charismatique, voilà, avec sa robe d'astrologue, là, les manches, les grosses moustaches. Il doit être très impressionnant. Et puis c'est quelqu'un, je sens quelqu'un qui cultive le mystère, voilà, qui va poser une ambiance avec ses lumières, là, ses lumières plongeantes. Et en plus, il rend très bien l'ambiance qu'il peut y avoir. Même si là, les journalistes, là, je les sens un petit peu condescendants dans leur ton. On sent qu'ils sont un peu distants avec c'est un voyant. Bon, voilà. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vient du peuple et qui s'est rapidement enrichi en fait. Et au XIXe siècle, ça peut être perçu de façon un peu bizarre. Alors, donc voilà. Alors, mais de toute façon, les frères Goncourt, ils étaient un peu condescendants dès qu'ils faisaient le portrait de quelqu'un. Ils avaient toujours ce ton un petit peu là. Voilà, je les verrais bien éditorialistes maintenant. Donc voilà, bon après un peu plus loin ils se rattrapent parce que un peu plus loin dans le texte ils expliquent que le mage, quand il les rencontre, il a capté certaines choses sur leur personnalité à eux. Donc ils ont dit oui quand même, il a quand même dit ça. Voilà, et ce que j'aime aussi dans ce texte, c'est qu'on voit, j'imagine bien la pièce où il habite avec plein d'objets qui va interpeller l'imaginaire ou les souvenirs. Enfin, on sent qu'il va mettre ses consultants dans une situation d'introspection, du fait qu'il y ait des hiboux, des images de partout, des objets, et en plus avec une ambiance, quand il parle des statues de plâtre, il y a aussi ce côté un peu condescendant qui se moque des goûts un peu kitsch du mage parce qu'il aime les trucs ésotériques. Alors voilà, mais malgré ce ton-là, je trouve que le texte est super parce que ça donne beaucoup d'infos. Ça donne aussi l'info que là, c'est en 1856, donc en fait, si je calcule bien, il est déjà très jeune et il a déjà bien gagné sa vie. Il a déjà sa maison et puis le fait qu'il ait un portrait fait par eux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà son assise et qui est déjà réputé, parce que là, il fallait avoir de la réputation. Voilà ce que je peux dire. Et l'autre chose qui m'a marqué aussi, et qui, à mon avis, fait partie de la personnalité du mage, c'est qu'il vous pose la question sur les fleurs préférées, sur l'animal préféré. Et ça me paraît être une vraie caractéristique, parce que c'est des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans les cartes, la verdure, les animaux. Et je pense que c'est quelqu'un qui est attaché au vivant. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui est ambitieux, etc. Mais je pense qu'il a un attachement à son village d'origine. Je pense qu'il a un attachement au peuple déjà. Enfin, voilà. Puis c'est quelqu'un du peuple, parce qu'on dit aussi qu'il a son accent du peuple un peu canaille. Donc voilà. Et ensuite... Est-ce que je peux avoir la suite? Ouais, ça c'est un tableau. Enfin, moi j'apporte vite fait parce que je suis pas. Là, c'est peut-être qu'il y avait ce tableau-là dans la pièce là. Chez lui, il y avait peut-être ce tableau-là. Je dis peut-être parce que c'est des traces que j'ai eues de cette histoire. Donc, une scène paysanne. Bon, c'est un peu normal parce qu'à l'époque, la plupart des gens étaient agriculteurs, surtout au début, la première partie
Et ça m'a marqué parce que voilà, c'est un peu en écho avec ce sentiment que j'ai, que c'est quelqu'un qui aime la nature. Voilà. Alors ça, ce sont des vues sur Paris. Je vais parler vite parce que je suis désolée, il y a plein de choses qui m'ont marqué dans... Je me suis plongée dans le 19e siècle en fait avec le mage. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'idée dans l'histoire du mage, c'est qu'il a vécu dans un siècle complètement fou. Le 19e siècle, il s'est passé énormément de choses sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan technologique. En fait, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué, mais ils ont commencé avec une république, ensuite ils ont eu une monarchie, ensuite ils ont eu un empire, avec Napoléon III, là, donc, et ensuite ils ont eu à nouveau... Attendez, voilà. Attendez, ça y est, je suis perdue. Alors, on a une république, on a une monarchie, on a un empire et à nouveau une république. Et ça a été ponctué de 3 révolutions assez sanglantes. Donc c'est un siècle qui est comme ça. On sait pas, les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés le lendemain, quoi, en fait. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas qui va usurper qui va faire tomber quel gouvernement. Donc voilà, c'est... Et voilà, on a ça politiquement. Socialement aussi, ça bouge énormément parce qu'en fait, vu que technologiquement ça évolue, l'agriculture évolue, du coup ça va fournir des ouvriers dans les industries, ça veut dire qu'on va avoir des conditions de travail qui sont très difficiles, donc ça veut dire que les politiques sociales vont courir derrière. Et c'est comme ça tout le temps. Donc je peux comprendre du coup que les oracles étaient à la mode, parce que c'était une spécificité du siècle aussi, c'est que les oracles étaient assez courus, et voilà, c'est une spécificité. Voilà le contexte quand on était voyant à l'époque, voilà dans quelles circonstances on est. Voilà, alors ça c'est les célébrités pour lesquelles il aurait fait des prédictions. Là aussi je suis obligée de le dire au conditionnel, mais il y a des choses qui me paraissent assez probables quand même. Tout à fait à gauche, c'est Alexandre Dumas. Mais bon, alors à chaque fois que je suis tombée sur des histoires d'Alexandre Dumas, il ne précisait jamais si c'est père ou fils. Mais compte tenu des dates, des époques, c'est probablement Alexandre Dumas fils qui a fait la prédiction qu'il aurait un succès littéraire, bon, effectivement, oui. Donc je ne vais pas m'étaler. Et il y a Auguste Renoir, quand il l'a rencontré, Auguste Renoir n'était pas encore un grand peintre connu, voilà, mais il commençait à faire un salon un peu important à Paris, donc on se posait un petit peu la question, donc il avait été amené chez le mage, parce qu'on était introduit chez le mage, on n'y allait pas comme ça, avec les pages jaunes, on vous amenait chez lui. Donc du coup, on voyait, Auguste Renoir, il le rencontre, il dit « Ah, vous êtes un artiste, dans un siècle, vos tableaux, ils se vendront le prix d'un immeuble, et vos mines de plomb, vos dessins se vendront le prix d'une diligence. » Alors c'est rigolo parce que voilà, on a l'idée de la ville là déjà, l'immeuble, la diligence. Et en plus, je pense que c'est une autre caractéristique du mage, c'est qu'à chaque fois qu'on a des propos qui sont rapportés, c'est toujours très imagé. Voilà, c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'image en fait. À chaque fois que j'ai des phrases de lui, c'est ça. Il va comparer à des objets. Voilà. Donc Auguste Renoir. Et après, bon, le personnage central, c'est Victor Hugo. Alors Victor Hugo, je me suis posé partout, j'ai vu à chaque fois qu'on parlait du mage qu'on racontait que Victor Hugo rencontrait volontiers le mage. Alors je sais pas, j'ai eu du mal à vérifier ça, c'est compliqué en fait, parce que c'est vraiment des détails d'une vie de quelqu'un. Mais en revanche, alors Victor Hugo, ça c'est très connu, il a eu sa période mystique quand il parlait aux tables, là, il essayait de parler avec sa fille Léopoldine, donc il a eu sa période où il en parle très bien. Victor Hugo, quand Victor Hugo parle de l'incompris, de l'inconnu, de l'incompréhensible, de l'expliquer, c'est magnifique, quoi. Donc il faut aller lire ça. Et donc, une autre petit détail qui peut me faire penser que c'est possible, c'est qu'il était présent à l'enterrement de Mademoiselle Lenormand. Voilà. J'avais vu l'histoire de Mademoiselle Lenormand, Victor Hugo était à son enterrement. Donc il est possible que du coup il connaissait Mademoiselle Lenormand, donc il est possible qu'il ait rencontré
le mage, et je pense que pour un intellectuel du niveau de Victor Hugo, je pense qu'il est probable qu'il ait fréquenté des personnalités comme le mage Edmond, parce que le mage Edmond c'est quand même quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, probablement peut-être agricole en plus, et qui a rapidement s'est introduit dans le milieu bourgeois. Donc ça fait un profil assez particulier. Un mage, un voyant, c'est quelqu'un qui rencontre tout le monde en fait. C'est un profil qui est très intéressant pour le coup, pour quelqu'un qui aime observer le monde. Je pense que c'est possible que Victor Hugo du coup aimait le rencontrer. Donc le mage Edmond a prédit à Victor Hugo son exil. Il lui a prédit un an avant. Victor Hugo s'est fait exiler parce que c'était un farouche adversaire de Napoléon III. Et donc voilà, la prédiction ne l'a pas empêché de faire son travail d'opposant. Hein, c'est obligé, on est opposant, on s'oppose. Même si on a une prédiction qui va vous dire ah, mon gars, tu vas te faire exiler, ben, il a quand même fait son Victor Hugo, c'est normal. Et ensuite, alors, le personnage qui, à mon avis, me paraît le plus pertinent qu'elle ait rencontré le mage, c'est l'impératrice. Voilà, Eugénie, parce qu'elle avait une réputation d'être superstitieuse, et en plus, bon, même si elle avait une influence politique, je pense qu'elle avait un peu le droit moral, enfin, on n'aurait pas eu à redire si elle avait fréquenté des voyants. Mais de toute façon, c'est des choses qu'on dit souvent, c'est que les personnages importants aiment rencontrer des voyants. C'est quelque chose qui se dit. Voilà donc... le mage a prédit à l'impératrice la défaite de Sedan, de Napoléon III. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je ne vais pas vous la faire là parce que c'est trop énorme. Et donc, effectivement, oui, il y a eu la défaite de Sedan qui a entraîné la commune. Bon, c'est quand même pas rien. Et pareil, il a quand même mené la guerre. Hein. De toute façon, c'était un petit peu obligé politiquement qu'il mène cette guerre-là, même si lui ne voulait pas la guerre. C'est parce que j'ai lu des trucs assez chelous. Napoléon III ne voulait pas la guerre, elle voulait la guerre, les opposants de Napoléon III voulaient la guerre pour qu'ils se votent en fait, parce que c'était pratiquement sûr qu'ils allaient se voter. Et voilà, alors ça, ce sont toutes les prédictions les plus célèbres qu'on accorde aux mages. Et puis alors même de toute façon s'il n'était pas vraiment voyant ou quoi, de toute façon c'est clair que c'était quelqu'un qui avait du talent parce qu'il il a eu rapidement sa réputation. Et c'était très finot de sa part d'avoir compris que de toute façon Napoléon III allait perdre la guerre, c'est que c'était un très fin observateur en fait. Voilà, c'est un profil comme ça. Voilà, et un fin observateur et un passionné, parce que hop là, je vais continuer sur le mage. Ah, je fais un truc rapide. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur l'ésotérisme. C'était de toute façon un passionné d'ésotérisme. Quelqu'un certainement qui a... J'ai vérifié si, quand on venait de la campagne, on pouvait lire et écrire. Effectivement, au début du 19e siècle, les gens réfléchissaient, c'était pas con. Ils disaient, les gens, s'il faut qu'ils votent, il faut qu'ils soient instruits. Donc on essayait de lettrer le maximum d'enfants possible. Donc, bon, voilà. Bref, donc c'est tout à fait possible que quelqu'un vienne de province, sache lire et écrire. Bon. Donc voilà, alors ça c'est les fameuses mains dont on parle dans le texte. Donc voilà, c'est pourquoi on voit pas très bien, je suis mon projecteur qui crache un peu. Là il y a les mains dont on parle de Robespierre, etc. Et aussi de la Pompadour, c'est un nouvel argument pour moi que Victor Hugo fréquentait, comme il fréquentait Mademoiselle Lenormand et que Mademoiselle Lenormand fréquentait Pompadour, et que c'était une voyante de la génération d'avant, il est possible qu'il ait eu qu'il ait eu les mains de ces célébrités par les voyants de la génération au-dessus. Donc, voilà. Et ici, c'est un travail qu'il a fait sur l'astrologie, mais j'ai vu qu'il a pompé ça sur des trucs alchimiques. Voilà, mais je l'ai vite fait. De toute façon, ça ne va pas être l'objet de ma présentation parce que sinon on va faire un autre truc. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez, moi c'est le montage qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas si vous voulez, parce que là, c'est pas moi qui ai fait ce montage. J'ai trouvé ce montage sur internet. Là, on a lui, c'est un alchimiste. Voilà. Ici, on a la carte de la maladie. Je ne sais pas si vous connaissez la carte de la maladie. Et là, on a une salamandre attachée à un aigle. Donc voilà, tous les deux, ils sont liés. Et ça me paraît très pertinent
que le mage Edmond ait créé la carte de la maladie avec ça. Du coup, je me suis un petit peu plongée dans d'autres images alchimiques, parce que ça j'ai trouvé. C'est le principe, voilà, pardon, c'est le principe du fixe et du volatile, ça. Les alchimistes aimaient bien mélanger des choses voilà, un petit peu opposées, le principe. Et donc là, c'était l'illustration du mélange du fixe et du volatile. Donc voilà, en fait, il faut y voir des matériaux. En vrai, ils n'attachaient pas vraiment des animaux, c'était des matériaux. Voilà, donc encore une chouette que j'ai vue. Voilà, ça, je trouvais ça super chouette. C'est dommage, je ne sais pas si on voit bien. Tout ça, ce sont des images alchimiques. Là, ça me frappe quand même que quand il a fait sa carte du trafic, qu'il ait vu cette image-là. Je pense que c'est quelqu'un de très visuel, qui lisait énormément de documents, de livres ésotériques et beaucoup sur l'alchimie. Et donc lui, il a utilisé ces livres pour faire ses dessins en fait, et que c'est vraiment ce qui l'a inspiré, ce qui a nourri lui son travail de dessinateur, c'est qu'il est allé voir voilà, c'est vraiment un lien d'image à image en fait. Donc évidemment, il y a le sens de l'alchimie, parce que dans le tarot aussi on a de l'alchimie, mais lui je pense que c'est au niveau du graphisme qui est allé se servir en fait. Parce que la façon dont il dessine les ailes, la façon dont il fait les écailles, sachant que c'est quelqu'un qui ne dessine pas du tout, donc il est allé les copier, les prendre là, quoi. Et les copier, ben, il n'y a aucun mal, il a tout à fait, c'est très bien. L'étoile de la femme, là, je trouve que c'est pratique, en fait c'est la même chose. Et bon, la couronne, c'est vrai que la couronne, elle a beaucoup de... Oh, attends, qu'est-ce que tu me fais? Hop, voilà. Voilà la clé, voilà, c'est des choses-là qui m'ont paru intéressantes. Ça aussi, alors ça c'est la main qui sort du nuage, en fait, aussi, c'est quelque chose qui vient directement des alchimistes. Donc ça, ce que racontent les alchimistes, c'est que c'est la main du... Est-ce que c'est la main... C'est la question. Est-ce que c'est la main de Dieu qui va inspirer le geste de l'alchimiste Donc voilà, c'est là où il est allé chercher cette fumée, ce nuage. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. La carte du hasard. En fait, ce que j'aime bien dans cette carte-là, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, peut-être ça m'évoque quelque chose. Bon, effectivement, on a le bouclier, les ailes, il a carrément enlevé le bonhomme, mais il y a quand même la couronne. Donc moi, ça me paraît évident que la carte du hasard, elle a été faite à partir de ce personnage-là. Et par rapport au sens aussi, parce que du coup, c'est là qu'on voit qu'il a aussi pris du sens dans les trucs alchimiques. Ce personnage-là, il s'appelle le Rébis, je ne sais pas si vous le connaissez, le Rébis. C'est un personnage qui a deux personnalités, deux têtes. Il peut choisir s'il est homme ou s'il est femme. Il peut choisir s'il est plutôt agressif ou plutôt doux. Voilà, en fait, il a du libre arbitre. Et la carte du hasard, elle a vraiment le sens du libre arbitre, en fait, quand on va regarder la carte du hasard. Donc ça me paraît... Moi, c'est mon parallèle préféré, ces deux-là, en fait. Parce que j'aime bien ce personnage-là, et puis j'aime bien la carte du hasard, en fait. En plus, il a écrit avec un Z. C'est une faute d'orthographe que je fais très souvent. Je mets toujours un Z à hasard. Donc j'étais contente de voir que je n'étais pas la seule. Voilà. Ça aussi. Alors, mais ça, c'est pas une image alchimique, mais je pense que c'est certainement un livre qu'il a dû lire. C'est certainement quelque chose qu'il a dû potasser. C'est l'illustration des mondes primitifs. Ça, c'est un travail du XVIIIe siècle par un écrivain qui s'appelle Antoine Cour de Gébelin. Et donc là, je pense aussi, on a retrouvé les motifs du trafic, ici. Là, cette couronne de fleurs, ça m'a rappelé la carte de l'Union. Et la façon dont il dessine les ailes aussi, ça m'a quand même pas mal rappelé. Donc voilà, je pense aussi que c'est certainement un livre qu'il a dû potasser et puis utiliser pour faire ses cartes. Mais toujours au niveau vraiment visuel, quoi. Je sens quelqu'un qui est vraiment très spontané en fait, et qui voit des images et qui les englobe et puis qui ressortent sur ses cartes. Et parallèlement au sens qu'on peut y mettre de la chimie. Voilà, je suis allée très rapidement là-dessus. Donc ici. Et donc voilà,
voilà, c'est sa tombe. 2 ans avant sa mort, il a senti qu'il allait partir. Voilà, il est mort en 1881, donc bon, 52 ans, mais bon, c'était un âge à peu près normal à l'époque pour eux. On mourrait beaucoup plus jeune que maintenant. Et sa tombe est encore fleurie, voilà, c'est encore des gens qui vont venir. C'est le village où il est né et le village où il est enterré s'appelle Poilly-sur-Serein et c'est dans Lyon. Donc si on est fan, on peut aller voir. Donc il y a effectivement des gens qui sont fans et qui viennent régulièrement fleurir sa tombe. Et le village se targue d'avoir une célébrité enterrée de l'église. Et donc voilà, et donc je me dis c'est rigolo quand même, ce personnage-là il continue à rayonner, quoi. C'est même si c'est un voyant dont on parle peu finalement, mais en fait, non, il y a des gens qui... Et grâce à qui, et pourquoi on le connaît, hop, voilà, toc. Alors lui, c'est Marcel Forgy. C'est alias Béline, c'est lui Béline. Et lui, c'est un célèbre voyant du XXe siècle. Et effectivement, alors lui, on lui attribue... il faisait des prédictions aussi qui étaient, qui étaient au niveau mondial. Il avait prédit la mort de... J'allais dire Madonna, mais pas du tout. Marilyn Monroe. Ainsi que les frères Kennedy, et il avait aussi prédit le lancement de Spoutnik. Il était plutôt connu pour ça. D'ailleurs, il y a quelque chose que je peux vous dire, une trace que j'ai vue. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous connaissez Jacques Chancel? Vous êtes un peu trop jeune. Jacques Chancel, c'était un animateur télé et radio des années 70. Et donc on peut trouver, si vous tapez sur YouTube Jacques Chancel et Béline, vous allez tomber sur l'interview qu'il donne de Béline, on est en 1972, et il invite Béline, Marcel Forger. Si Jacques Chancel est quelqu'un de très sérieux quand même, c'était quelqu'un qui prenait la culture au sérieux, il invitait dans ses émissions des célébrités, des musiciens, des écrivains, des artistes. Et donc s'il a invité Béline, c'est que c'était quelqu'un qui comptait un peu quand même, qui a compté beaucoup. Et donc il était notamment connu pour rencontrer des célébrités, justement. C'était une réputation. Et donc dans cette émission radio, il explique que des célébrités viennent le voir, mais ne s'en vantent pas. Voilà, ça reste des choses qui sont très très fermées. Donc, et voilà, alors donc pour la petite histoire, les deux voyants, Béline et Edmond, sont voisins de siècle, mais de rue également. Béline habitait au 45 rue Pierrefontaine et Edmond habitait au 30 rue Pierrefontaine. Donc, il y a deux voyants dans une même rue à Paris. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que Béline, donc le mage du XXe siècle, qui est mort en 1994, avait une consultante qui habitait au 30 rue Pierrefontaine. Voilà. Et quand elle a déménagé, elle a dit à Béline, j'ai des documents, à mon avis, que vous risquez d'apprécier. Parce qu'il semble assez chargé. Et effectivement, alors, ce qu'elle avait elle, chez lui, elle a retrouvé les originaux des cartes Béline, et ainsi que ces documents qu'on a vus tout à l'heure avec les mains découpées, tout son travail qu'il avait fait, qu'il avait peint, qu'il avait dessiné, qu'il avait écrit, elle l'avait trouvé, c'était lié, c'est sûrement quelque chose d'intéressant. Donc Béline a trouvé les cartes, il a flashé dessus, et il a décidé de les éditer. Donc c'est lui qui les a décidé de les diffuser et de les éditer, sinon il n'y avait pas eu d'édition avant. Du coup c'est important que le jeu s'appelle aussi Béline, parce que sans lui on ne le connaîtrait pas ce jeu. Donc voilà. Donc il a décidé de le diffuser, et quand Béline est mort, en 1994, un petit peu avant, il a décidé de donner tous ces documents-là au musée d'art traditionnel et populaire de Paris. Et ce musée, depuis, cette partie du musée a été transférée à Marseille. Donc, au MUCEM de Marseille, le MUCEM, donc du coup ça n'a plus rien à voir parce que c'est le musée des arts méditerranéens, enfin bon, on n'est plus à Paris et plus dans la voyance, mais donc on peut voir ces documents-là, originaux, au MUCEM, c'est à Marseille, c'est pas très loin, donc du coup... Et sur le site du MUCEM, on peut entendre le conservateur du musée parler de l'oracle, et donc lui ce qu'il dit, c'est que ça c'est une photo qui vient du site de Marseille. Donc le conservateur il explique que sa carte préférée c'est le chat. Voilà, ce qui m'étonne pas. Parce que
Voilà, il en parle bien du coup. On sent qu'il s'est attaché à ce jeu-là. Et ben voilà, écoutez, c'est